Bonjour à toutes et à tous. Je suis Henrik Lopez, je suis directeur de l'intelligence artificielle chez Microsoft France. Et je suis ravi aujourd'hui dans le cadre d'Exploria, donc ce cycle de conférences, de webinaires organisés par le collectif Impact AI et aujourd'hui particulièrement sur le thème de l'éducation, de pouvoir aborder un sujet où on va parler d'IA et de sensibilisation, de formation des managers. Et je suis particulièrement heureux d'être accompagné de Cécile Dejoux. Cécile, bonsoir. Bonsoir Henrik, bonsoir à tous. Cécile, vous êtes professeure des universités au CNAM et affiliée à l'ESCP Business School. Et je suis également avec Thomas Oudaille. Bonsoir Thomas. Bonsoir, bonjour à tous. Et Thomas, tu es fondateur de Catalyx et de l'école de l'IA pour le business. Entamons tout de suite et rentrons dans le vif du sujet. On voit effectivement que l'intelligence artificielle est un sujet qui offre beaucoup d'opportunités pour les entreprises, petites, moyennes ou grandes. Maintenant, si on regarde un peu quelques chiffres et quelques études qui ont été menées, on s'aperçoit qu'il y a un taux déclaratif de nombre d'entreprises et d'organisations qui veulent se lancer dans l'IA et qui voient l'IA comme stratégique dans les années à venir assez élevé. On frise les 90%. Par contre, le nombre d'entreprises qui se sont vraiment lancées dans l'IA massivement est beaucoup plus limité. On est sur une trentaine de pourcents. Et quand on rentre dans les détails, on s'aperçoit qu'il y a quelques bloqueurs sur la manière d'y aller. Et une des clés sont les managers. Les managers peuvent effectivement, très certainement, être une des clés d'accélération à l'intelligence artificielle. Mais manager à l'ère de l'IA va nécessiter certainement d'autres compétences, d'autres talents et va poser un certain nombre de questions. Et donc moi, j'ai envie de commencer par une question à tous les deux et je vous laisserai y rebondir. C'est déjà pourquoi les managers sont clés dans la transformation par l'intelligence artificielle. Cécile, si vous voulez bien réagir à cette première question. Oui, alors c'est une question en fait essentielle et stratégique parce qu'en fait le manager c'est un peu le connecteur dans l'entreprise. C'est lui qui va réceptionner la stratégie, qui va motiver l'équipe et qui va aligner la stratégie et bien entendu les motivations individuelles et collectives. Et quelque part, ce manager, en fait, on lui demande bien de tout faire. C'est un peu un explorateur du faire dans l'entreprise. Et aujourd'hui, on parle d'IA, mais on pourrait parler de plein d'autres sujets qui peuvent être les objets connectés, qui peuvent être la data, qui peuvent être le quantique, qui peuvent être tout simplement maintenir l'activité en période Covid. Et ce manager, c'est un relais pour trois raisons. La première raison, c'est qu'en fait, il explique, il acculture et il dédramatise. Il faut bien comprendre que dans l'entreprise, l'IA, elle est surtout là pour les clients. On va créer des usages des services pour les clients, mais on parle pas tellement d'IA aux collaborateurs. Il y a très peu de stratégies explicites réalisées et en tout cas expliquées par la fonction RH ou par les dirigeants qui expliquent aux collaborateurs comment l'IA va transformer leur travail. On parle plutôt d'IA en termes de services pour les clients. Et donc le manager, il est là pour dédramatiser, pour expliquer aussi comment l'IA existe en interne. Ça, c'est la première action. La deuxième action, c'est qu'en fait, ce manager, il doit être exemplaire. C'est-à-dire qu'il va parler d'IA, mais il faut aussi qu'il l'utilise. Donc, il va falloir qu'il comprenne ce que c'est l'IA et comment l'IA, dans son métier de manager, peut le transformer, peut l'aider, peut l'augmenter. Par exemple, eh bien, l'IA, elle peut l'aider à gérer son agenda. Elle peut l'aider à faire de la data visualisation pour avoir des arguments. Elle peut l'aider comme, par exemple, un outil d'aide à la décision. Donc, il doit aussi lui-même être exemplaire et il utilise l'IA pour pouvoir ensuite démontrer que ce qu'il explique, il le fait. Et puis le troisième argument très important, c'est qu'il faut bien comprendre que quel que soit votre métier,
en fonction de toutes les recherches qu'on a pu faire au Learning Lab Human Change au sein du CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, quel que soit votre métier, vous serez impacté par l'IA, que ce soit dans la santé, que ce soit dans la supply chain, que ce soit dans le marketing, l'informatique, les ressources humaines, le management. Donc, il faut bien prendre en compte cette évolution. Et c'est pour ça qu'en fait, le manager doit expliquer que l'IA, c'est pas simplement de la technique, c'est surtout une culture. Voilà en quelques mots les 3 arguments qui me font penser qu'en fait le manager est un pivot, un connecteur pour cet acculturateur pour tous. Donc en fait, sur cette question, pourquoi les managers sont clés, je pense que Thomas, tu peux aussi rebondir sur ce déplacement en gros de la problématique technique vers de la conduite du changement, etc. Oui, tout à fait. Peut-être en introduction, effectivement, faire un petit point sur pourquoi c'est spécifique aussi les projets d'IA. Hein. Pour résumer, hein, on a à la fois une problématique d'idées reçues, de fantasmes, de craintes autour de l'IA qui nécessite un accompagnement particulier et qui doit être fait par un certain niveau de seniorité, de management. Après, on peut voir en fonction des organisations à quel niveau tout ça se situe. On a ensuite une vraie spécificité dans les projets de machine learning qui nécessite une collaboration, une agilité dans les projets, embarquer plus de monde et plus de parties prenantes réglementaires, techniques, data, métiers, process. Bref, il y a plus de gens que dans des projets IT classiques. Il y a aussi plus de risques, plus d'exploration en fonction de la maturité des sujets qu'on va traiter par l'IA. Donc, on a vraiment besoin d'avoir une culture différente et d'être dans une approche progressive, itérative et de conduite du changement pour les projets d'IA, on va dire, au sens large. Et du coup, on a effectivement un rôle qui monte en puissance de plus en plus dans les organisations, où pendant un moment, on était assez orienté sur il faut absolument recruter les bons data scientists, il faut construire les beaux modèles, s'équiper, etc. Pour les organisations les plus mûres, on a dépassé ça. Pour d'autres, pas du tout. Hein, ça dépend. En fait, on a vraiment des niveaux de maturité très différents en fonction des organisations. Mais du coup, ce poids du corps doit être aujourd'hui beaucoup plus orienté vers la conduite du changement. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'IA a cette image, il y a un enjeu d'adoption important, ça va changer le rôle du manager, on le disait avec Cécile, mais aussi du collaborateur qui va avoir à utiliser des outils basés sur de l'IA qui vont changer potentiellement son métier et parfois de façon très significative. Donc le collaborateur, il faut qu'il soit accompagné dans la durée, il faut qu'il ait confiance dans les nouveaux outils. Donc il y a cette problématique qui est particulière et je crois que le manager, bon, c'est un terme un peu large pour dire finalement les gens qui sont au-dessus, qui ont un certain rôle d'entraînement, mais c'est vrai qu'entre le manager d'un certain niveau dans une grande organisation qui va plus être sponsor, un peu moins actif, et le manager plus opérationnel qui va lui-même accompagner ses équipes, on va avoir des grandes différences. Mais moi, c'est là où je veux insister, c'est sur la nécessité d'avoir les métiers, les gens du business qui sont beaucoup plus embarqués dans ces projets, donc acculturés. Et on sait qu'en fonction aussi des niveaux de collaboration, hein, on va avoir besoin des niveaux de différents niveaux de compréhension. Pour le dirigeant, c'est des niveaux plutôt stratégiques, et pour le collaborateur, voire le chef de projet derrière, ça va être des niveaux de compréhension plus précis. Si on double-clique, si vous me passez l'expression, sur ce manager, comme s'il y avait un manager, mais c'est une manière de parler, et sur les valeurs ou les compétences ou les clés qu'il doit avoir à l'ère de l'IA, vous verriez ça comment et ça vous évoque quoi, Cécile ? Oui, alors ça c'est vrai que c'est important de voir qu'en fait on n'est pas du tout sur la même cartographie des compétences quand on recrute des spécialistes qui conçoivent les IA que lorsqu'on parle d'être IA compatible, c'est-à-dire d'avoir cette culture IA pour être embarqué dans un projet IA. La grande différence, c'est que quel que soit le métier que vous faites, si vous êtes embarqué dans un projet IA, il va falloir en fait que vous soyez clair sur le vocabulaire pour pouvoir parler avec les data scientists, parler avec ceux qui créent.
Donc la première compétence, c'est le vocabulaire. La deuxième compétence, c'est comprendre l'univers de l'intelligence artificielle. On n'est plus sur de la rationalité, on est sur de la probabilité. Et donc ça implique qu'on est sur vraiment un changement de cadre. C'est un peu comme si on était avec Madame Météo, où on vous dit que demain il va pleuvoir, mais en fait c'est à 70%, vous prenez votre parapluie et puis il fait très beau. Donc l'IA, ça marche, mais c'est une probabilité. L'autre point important, c'est de comprendre qu'il y a en fait des biais, à la fois des biais humains et puis des biais liés à la machine, si on parle de machine learning. Et puis il y a des systèmes où il va falloir apprendre à éduquer des robots, apprendre des IA et puis savoir les contrôler, savoir repérer où peuvent être les failles. Donc ça, c'est vraiment le corps, la base. Dans l'ouvrage, ce sera l'IA et moi. On a vraiment écrit noir sur blanc cette cartographie des compétences pour avoir cette culture quand on est manager. Et on s'est aperçu qu'au-delà de ce premier axe, les compétences de base, il y a comment j'acculture les collaborateurs. Et là, c'est un point de vue qui doit être culturel, contextualisé. En Asie, il va falloir accompagner les collaborateurs pour qu'ils aient le doute technologique. Parce qu'en Asie, tout le monde croit que l'IA a raison et on fait plus confiance à la machine qu'en Europe, où le doute, on l'a par naissance. Donc, c'est pas du tout pareil d'être IA compatible en Asie ou en Europe. Donc, en Asie, on va être sur le doute technologique, alors qu'en Europe, on va être sur comment, en fait, j'utilise l'esprit critique pour créer. Après, il va falloir travailler avec des méthodes, comme l'a très bien dit Thomas, des méthodes dites agiles. On est là pour pouvoir tester, expérimenter, travailler de façon transdisciplinaire, être sur des cas d'usage avec des personas, etc. Et puis, il va falloir aussi réfléchir à la façon dont on accepte que l'IA va nous remplacer sur certaines tâches. On accepte d'être assisté, de faire avec l'IA d'autres tâches et on accepte, par exemple avec la traduction automatique, de faire des nouvelles tâches grâce à l'IA qu'on ne pourrait pas faire sans elle. Donc c'est vraiment, en fait, repenser collectivement son métier avec, bien sûr, l'IA au milieu. Donc on voit bien qu'en fait, dans cette cartographie, on a deux grands axes que je dois apprendre à faire seul et ce que je dois apprendre aux autres. Et ça, c'est très intéressant. Ce qu'on a développé dans l'ouvrage, c'est en fait sur des métiers, l'expert comptable, le conseiller commercial, etc. Toute cette cartographie mise en œuvre. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que tout dépend aussi des secteurs d'activité. Ce qui est intéressant au CNAM, c'est que vous avez des diplômes, par exemple, sur l'IA et la santé, sur l'ensemble des métiers dits techniques avec l'IA, sur, bien sûr, les soft skills avec l'IA et les ressources humaines et l'IA et le management. Et on voit qu'en fait, en fonction des secteurs d'activité, il y a aussi des compétences à rajouter. Quand on parle d'IA et de ressources humaines, il va falloir apprendre à les limites et les opportunités des recrutements avec du machine learning. Il y a des choses qu'on va pouvoir faire sur le comportement, sur l'évaluation, etc. C'est bien, c'est pas bien. Ou quels sont les usages, quelles sont les startups, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Où est la législation, etc. Des choses étaient autorisées il y a quelques mois. Je pense par exemple à une application qui s'appelle iView en Angleterre qui permettait de scanner vos comportements et d'avoir une grille comportementale à partir d'une vidéo, c'est devenu interdit. Donc, vous voyez, tout ça, ça s'apprend, ça se teste et ça fait partie de cette culture IA. Oui, ce test, ça donne envie de rebondir aussi sur une approche aussi test and learn, etc. Thomas, je vois que tu voulais réagir. Oui, j'ajouterais qu'effectivement, il y a en général quand même un assez large déficit de cette culture de la donnée, qui est un élément clé et qui est pas évident d'ailleurs à apporter parce que la donnée c'est pas forcément intéressant dans la culture française, c'est plutôt un sujet IT. En faire un sujet business pour que les collaborateurs et les managers au sens large qui sont dans les équipes métiers comprennent la valeur qu'ils peuvent en tirer, notamment avec des algorithmes de machine learning, avec de l'IA, c'est très important. Ensuite, j'ajouterais je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Cécile, j'ajouterais finalement l'opportunité pour les managers d'accompagner cette transformation. C'est-à-dire que on l'a dit, on va avoir des tâches qui vont être remplacées, prises par l'IA, donc il va falloir s'adapter, il va falloir développer de nouvelles compétences et il va falloir conduire ce changement. Moi, je vois beaucoup dans les organisations de problématiques au sein de la conduite du changement. Il y a une discipline qui est un truc que je découvre de façon empirique, qui est la mobilisation.
On a besoin de lever des freins, on a besoin de montrer, on a besoin de développer petit à petit une confiance. Et ça se fait pas avec des bouquins ou avec un discours, ça se fait en pratiquant. Donc on a vraiment cette notion d'accompagnement, d'expérimentation qui est très importante. Mais je pense que c'est bien effectivement de distinguer aussi. Il y a évidemment plein de différences entre les industries, entre la difficulté pour certaines industries qui se font disrupter par les GAFA, pas M, les A sur la grande distribution, par exemple, qui ont une espèce d'urgence et donc il y a une transformation radicale qui se fait dans la douleur parce que le métier est complètement transformé et qu'il faut aller vite avec de la valorisation des données et de l'IA. A contrario, pour d'autres organisations un peu plus tranquilles, un peu plus traditionnelles, on va avoir ce mouvement qui va être plus progressif et qui est beaucoup plus facile à gérer aussi pour une organisation et pour des managers. Donc, je trouve que c'est intéressant de voir que c'est finalement très différent en fonction des secteurs. Et quand on est une très grande organisation aussi, parce que les grandes organisations vont avoir cette difficulté de faire adhérer un grand nombre de gens, parce que c'est tout de suite une grande banque ou une grande industrie, un passage à l'échelle sur des applications qui vont poser des vraies questions d'engagement, de mobilisation. Dans une PME, dans une plus petite entreprise, à partir du moment où on a un premier niveau de manager et de dirigeants qui sont mobilisés, finalement l'accompagnement se fait aussi de façon plus aisée. Si j'essaye pas de résumer, mais de reprendre quelques éléments clés de tout ce que vous venez de dire, on a besoin de démystifier, on a besoin qu'il y ait un bon niveau de compréhension technologique, mais il y a un vrai besoin de compréhension de la valeur métier pour pouvoir se l'approprier, mais pour pouvoir aussi la transmettre auprès des collaborateurs. Il y a besoin d'identifier les compétences ou nouvelles compétences, celles qui vont être entre guillemets automatisées, mais celles qu'il va falloir exacerber et amplifier et qui sont plutôt liées à l'ingéniosité humaine. On a touché du doigt aussi le fait qu'il y a des nouvelles choses à prendre en compte, parce que lié à l'IA, il y a des notions de responsabilité et d'éthique. Donc ça, c'est aussi des nouvelles compétences à acquérir. Et puis, il y a tout ce sujet de la culture et de la conduite du changement. C'est ce que vous venez de dire. Ça fait beaucoup de choses. Comment on fait pour concrètement aider ces managers à monter en compétences et à les accompagner concrètement? Vous avez des clés du succès, des outils, des retours d'expérience, Cécile, par exemple? Oui, alors en fait, c'est une magnifique perche, hein, merci Henrik. On a créé depuis 2018 un MOOC, un Massif Open Online, un cours gratuit sur Fun qui s'appelle l'IA pour tous. On est à plus de 60 000 auditeurs sur ce cours et on raconte en fait que des histoires de managers qui ont intégré, réussi et donc mis en place des projets IA. Et en fait, il y a 3 grands facteurs de succès. Déjà, on commence petit. On va pas vouloir acculturer tout le monde en même temps parce que c'est pas possible. On commence petit, c'est-à-dire qu'en fait, on essaye de voir par rapport à un problème, c'est le principe même de l'agilité, on essaye de voir par rapport à un problème s'il y a peut apporter une réponse. Alors c'est par exemple par rapport à un problème de sécurité dans un aéroport, eh bien est-ce qu'on utilise du computer vision pour pouvoir lier la valise et la personne qui rentre dans l'aéroport et ainsi, eh bien si elle s'éloigne trop loin de sa valise, au lieu que ce soit des humains derrière des écrans qui repèrent, eh bien le fait qu'il y a une valise toute seule, eh bien non, c'est le computer vision, c'est un système d'IA qui va le repérer. Donc ça, on commence petit par rapport à un problème. Ça, c'est la base. La base, c'est qu'en fait, il faut que l'IA soit en fait une solution par rapport à un problème identifié qui n'a pas trouvé de solution efficace et en tout cas pérenne avec les moyens classiques. Deuxième point essentiel, c'est qu'en fait, le manager, il est en amont et en aval du projet IA. C'est-à-dire que c'est lui qui va expliquer, en fait, les contraintes, comment ça se passe, il va faire partie des use cases et puis il va être en aval pour faire monter la solution en scalabilité. La conception, c'est-à-dire créer les algorithmes, voir s'ils sont performants, explicables ou pas, c'est pas le manager qui va le faire, soyons bien clairs. Mais par contre, son regard néophyte, mais
très présent en amont et en aval, est indispensable. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il ait la culture, l'univers et les compétences détaillées tout à l'heure. Ça, c'est le deuxième facteur clé. Et le troisième facteur clé, c'est très important, en fait, d'être en veille permanente parce que les usages vont super vite et ils sont dans tous les domaines. Le domaine de la sécurité, le domaine de l'informatique, le domaine du service, etc. Et donc, savoir et avoir une veille sur l'IA, c'est la base aujourd'hui d'un manager qui a compris que son métier, il était en constante évolution. Et je terminerai par quelque chose qui, pour moi, est essentiel, c'est qu'en fait, plus on va monter en compétence sur l'IA, plus il va bien falloir se rendre compte et accepter que l'IA nous vole des compétences. Elle nous vole notre mémoire, puisqu'on met tout dans la machine et je ne sais même plus quel est le numéro de mon mari de téléphone. Elle nous vole notre attention, elle nous vole notre énergie, etc. Et donc, il va falloir rééquilibrer avec ce que nous, on appelle les compétences de centrage, c'est-à-dire développer des compétences spécifiquement humaines qui nous permettront de bien utiliser l'IA parce qu'on sera bien dans sa peau. C'est cet équilibre qu'il faut absolument cultiver. Merci, Cécile. Le centrage. Et Thomas aussi, je pense que tu peux nous partager un peu comment tu t'y prends, toi aussi, ou comment tu as mis un certain nombre de choses en place. Et puis, je crois qu'on a aussi un peu travaillé ensemble sur le sujet. Donc, je te laisserai donner un retour d'expérience sur comment on accompagne le management. Exactement. Alors, moi, je vois 3 niveaux d'accompagnement qui sont... Je parle du manager, mais de façon un peu plus large, parce que je pense qu'il faut entraîner une organisation, effectivement, plutôt démarrer, pas par toute l'organisation, parce que ça marche pas, on n'est pas capable de passer à l'échelle tout de suite, mais une business unit, où moi j'ai fait ça aussi dans des PME. C'est important d'avoir d'abord des dirigeants qui soient convaincus, qui aient compris, qui aient pris conscience des enjeux, qui soient là pour décider aussi des investissements qu'il y a à réaliser. Le niveau du dessous, ce sont des managers que je reviendrai pas sur ce qu'a dit Cécile, mais c'est évidemment important. C'est les courroies de transmission de cette direction vers les collaborateurs. Et donc on va avoir des niveaux d'accompagnement et d'acculturation qui sont un petit peu différents, qui sont, on va dire, plus limité et plus stratégique pour les dirigeants, un peu plus important pour le manager. Pour le collaborateur, on a un vrai sujet autour de l'adoption. Et puis, on a aussi, moi, ce que je vois de plus en plus dans des grandes organisations, ce sont des chefs de projet IA, des product owners IA, qui sont aussi là pour faire le lien entre le métier et les équipes de data science. Parce que souvent, ça va être compliqué d'avoir ce lien direct entre le manager, donc c'est le renouveau de l'assistant, sa maîtrise d'ouvrage, qui existe depuis très longtemps. Donc c'est des rôles métiers, mais ils ont une vraie compréhension, en tout cas plus avancée de ces sujets, mais ils sont aussi au cœur du business. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et dans certaines organisations aujourd'hui, on constate qu'il y a des data scientists, il y a des modèles d'IA qui ont été développés et ça marche pas dans les processus métiers parce qu'il y a ce chaînon manquant et qu'on a... Parfois, le manager peut bien faire le job, mais moi, je m'aperçois souvent qu'on a vraiment ce besoin de connexion parce que le manager, sa priorité, c'est le business, c'est pas de développer un produit d'IA qui marche. Là, le focus du data scientist, c'est de faire un projet qui marche, mais il connaît pas bien le business. Donc, avoir cet intermédiaire, c'est assez important. Donc, nous, pour synthétiser avec Microsoft, avec les AI Business School, on a monté des programmes d'acculturation qui sont plutôt orientés pour des managers, avec comme recette, je pense, du succès, des choses très pratiques, des exercices, des mises en situation, des projections sur des cas business pour les faire réfléchir, parce qu'évidemment, de mon point de vue, si on n'engage pas les gens, il se passe pas grand-chose. Donc c'est un peu la clé de. Mais Cécile, tu es plus aguerrie que moi en matière d'apprentissage, mais voilà, c'est la palissade. On a besoin de faire des choses aux gens pour qu'ils retiennent quelque chose. Et puis je vois souvent différents niveaux. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait cette acculturation, ça ne suffit pas. Il faut effectivement faire du suivi. Nous, ce qu'on fait régulièrement, c'est qu'on crée avec les dirigeants des communautés de gens qui vont être des référents data, des référents IA, qui vont être acculturés, un peu plus d'ailleurs que les managers, qui vont prendre potentiellement la responsabilité de lancer des premiers projets en lien avec les équipes de data science, de façon
très très concrètes sur des premiers projets pas trop complexes, parce qu'il faut que l'organisation apprenne, il faut gagner la confiance, et donc il y a un cercle vertueux qui se développe comme ça. Mais c'est vrai que si on ne le lie pas très vite, ce sujet d'acculturation, à un sujet réel de création de valeur dans l'entreprise, évidemment on perd la dynamique, on perd la valeur qu'on va pouvoir créer. Et puis dernier point que je voulais aborder, qui est relatif aussi à cette culture de la donnée. Moi, ce dont je m'aperçois, c'est aussi que, évidemment, le principe, c'est qu'on fait l'IA pour résoudre un problème business. Mais ce qu'on découvre avec ce nouvel or noir qu'est la data, c'est que c'est un asset sur lequel on peut aussi construire des choses. Et c'est une ressource d'innovation supplémentaire dans un monde de plus en plus concurrentiel où on a besoin d'elle. Comme on a besoin de ses collaborateurs pour avoir des bonnes idées, des bonnes compétences, valoriser la data, c'est évidemment très important. Tout ça pour dire que ce manager et parfois ce chef de projet, il faut qu'il soit capable de penser à partir de ses problèmes business, mais aussi de plus en plus à partir de ces assets data avec lesquels il va pouvoir développer des innovations qui apporteront une valeur supplémentaire. Thomas et Cécile, merci pour ces éléments. Moi, je remets donc en lumière effectivement le MOOC gratuit l'IA pour tous, et puis aussi votre ouvrage, et j'aime bien ce que vous avez dit. Ce sera pas l'IA ou moi, mais ce sera l'IA et moi, Cécile, dans nos échanges. Je vous mets en lumière aussi pour les personnes qui sont là, avant de prendre des questions-réponses, ce qu'on a évoqué, l'AI Business School, sur lequel on a travaillé chez Microsoft, et on a travaillé aussi avec Thomas, qui est du contenu en ligne, mais aussi des moyens de le faire en présentiel, et d'aborder aussi bien des sujets de stratégie d'entreprise, par où je démarre, comment je trouve mes cas d'usage, mais également cette dimension autour de l'éthique et autour de la culture, d'être data-driven, comme on dit maintenant, piloté par la donnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment être plus inclusif? Comment aussi inclure les collaborateurs? Cette collaboration qui est business et technique, mais qui nécessite aussi d'impliquer tous les maillons de l'échelle, parce que qui mieux que les collaborateurs pour connaître leur métier et la pertinence de ce que la data et l'IA pourraient apporter. Et puis, comment faire naître le désir et l'envie de créer ces cas d'usage et de s'approprier cette technologie. Donc, tout ça, c'est des choses que l'on partage ensemble. Moi, j'ai envie qu'on ouvre la porte aux questions et aux échanges. Donc, sauf si tu as déjà des éléments, Bettina, de ton côté, mais on a un petit bouton lever la main dans Teams, mais on a aussi un chat et on a aussi des micros qu'on peut ouvrir, et avec grand plaisir pour accueillir les questions ou les remarques de tout à chacun. C'est toujours difficile, la première question. Il y a toujours un moment de latence. Peut-être, Henrik, aborder la question de l'éthique et de l'encadrement d'un usage de l'IA éthique qu'on a encore peu abordé jusque-là. Oui. Je te laisse. Oui, effectivement, derrière les sujets de l'éthique, on sait bien ce qui. Donc, on a pour que tout le monde soit à peu près ait une bonne vision, qu'est-ce qui se cache derrière ce sujet d'éthique? C'est effectivement l'utilisation de la donnée, le fait que si on n'a pas les bonnes données ou qu'elles sont biaisées, on a des problématiques d'équité, on peut avoir des problématiques de responsabilité quant à l'usage de ces technologies, l'exemple de la reconnaissance faciale par exemple, on a des problématiques de transparence des algorithmes, on a des problématiques également de respect de la vie personnelle et de la data. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en main. Je ne sais pas, Cécile, Thomas, comment vous voyez les choses par rapport à ces sujets d'éthique? Bonjour à tous. Je veux bien parler d'éthique pour deux raisons. La première raison, c'est que j'étais très intéressée par l'idée là de l'école que vous mentionnez. C'est AI Business, c'est ça, AI. AI Business,
Voilà, parce que vous formez donc des chefs de projet. En fait, c'est tous ces nouveaux métiers, c'est super intéressant. Au sein du CNAM, en fait, nous on forme en fait tous les métiers à l'IA. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez simple. C'est quel que soit le métier que vous faites, puisque bon, le CNAM forme dans toutes les thématiques, hein, puisqu'on fait aussi bien philosophie, médecine. Bref, on a tous les métiers sur tous les territoires. On forme en fait tous les métiers à l'IA et on considère que l'IA, en fait, ça fait partie d'un socle commun. Autant c'est important de développer ce qu'on appelle des soft skills que de développer, bien entendu, un certain niveau basique de comportement hein, et de management. Autant c'est important d'avoir cette culture data. Et donc, dans ce socle transversal, la culture data, c'est quoi? C'est savoir, très important, faire de la data visualisation. Comment la data peut être en fait un argument visuel, quel que soit votre métier. Après, c'est important aussi de tester la data, parce que quand on n'a pas testé, qu'on n'a pas testé ce que c'est un algorithme prédictif et comment ça peut nous aider avec notre tableau Excel, on comprend pas ce que c'est. Et donc ça, c'est très intéressant. Et puis, troisièmement, c'est de voir qu'en fait, il y a des endroits où la data dans l'entreprise, dans ma business unit, elle existe et je l'utilise pas. Donc, comment je peux en créer un système informant. Donc ça, c'était pour rebondir. On pense hein, vraiment au CNAM que la data et l'IA, ça fait partie aujourd'hui d'un socle basique et commun pour toutes les formations. C'est un peu comme la philosophie hier ou l'histoire. Eh ben, maintenant, on est dans cette culture du numérique et de la data. Et donc, dans cette culture de la data, il y a l'éthique. Alors l'éthique, c'est trois choses. C'est au niveau sociétal, quel est le cadre réglementaire, et on voit bien qu'aujourd'hui, au niveau de l'Europe et au niveau donc de tout ce qui existe au niveau international, il y a une vraie réflexion éthique. Donc, c'est ce qu'on a le droit de faire avec l'RGPD et c'est, eh bien, par exemple, la taxation sur les grands GAFA comme au niveau européen. Donc, ça, c'est intéressant. C'est de l'éthique, les droits et les devoirs au niveau sociétal. Le deuxième niveau, c'est au niveau des entreprises. C'est les chartes, c'est les bonnes pratiques. Et donc, c'est très intéressant de voir que les entreprises ont des approches différentes. J'ai l'honneur de faire partie de la commission éthique du groupe Orange et c'est passionnant parce que dès qu'il y a une question liée à l'IA, on se pose dans ce groupe la question qu'est-ce qui est dangereux, les droits, les devoirs, etc. Donc, on part de cas pratiques. Puis, il y a d'autres entreprises qui sont plus dans le fait de signer des certifications, d'obtenir des certifications. Je pense à les certifications aujourd'hui sur l'IA avec le bureau Veritas. Donc, ça, c'est le deuxième cadre qui est le cadre entreprise. Mais il y a un troisième niveau. On l'évoque assez peu et il est essentiel. C'est le niveau des partenaires sociaux. C'est important que les partenaires sociaux et qu'il y ait un vrai dialogue social dans l'entreprise sur qu'est-ce que l'entreprise, les collaborateurs ont le droit de faire, pas de faire, etc. au niveau de l'individu et du collectif. Donc on voit bien qu'en termes d'éthique, il y a trois niveaux. Le sociétal, l'organisationnel et le niveau donc du collectif et des individus. Et là, aujourd'hui, on est sur ce qu'on appelle des stratégies émergentes. Il y a des initiatives, il n'y a pas de réglementation internationale, mais en tout cas, il y a une volonté pour les entreprises de se positionner. C'est un acte de communication et de marque employeur. Thomas, tu veux en dire ? Ouais, je crois que c'est un acte effectivement plus que de communication et de marque employeur. Moi, je pense que c'est un acte de responsabilité et d'engagement des entreprises parce que ça fait partie des parties prenantes aujourd'hui, quelle que soit l'entreprise, en tant que fournisseur de solutions, en tant qu'utilisateur de solutions. C'est un serpent de mer, ce sujet éthique, c'est vrai. Et parce que quand on parle de biais ou d'explicabilité ou de sécurisation des systèmes, en fait, il y a plein de questions sous-jacentes. Moi, j'ai trouvé intéressante l'approche de l'Union européenne autour de l'IA de confiance, qui est là pour construire des systèmes qui soient acceptables par la société et de façon essayer de faire des choses concrètes, pas trop à la réglementation européenne. C'est toujours un peu le risque. Est-ce qu'on va brider l'innovation? Comment on trouve le bon équilibre? Mais je trouve que c'est aussi nécessaire d'avoir ce socle réglementaire, peut-être moi je dirais plus qu'éthique. En tout cas, il y a au moins les deux dimensions. Le socle réglementaire et un certain nombre de règles, de droits vont permettre une meilleure adoption. En tout cas, c'est un des objectifs. Parce qu'on va pas se permettre de faire n'importe quoi, parce qu'on va lever un certain nombre de freins. Donc, ça me paraît effectivement assez essentiel. Après, il y a un autre sujet qui est
autour de ce sujet de l'éthique, de l'IA et des données qui, moi, me passionne. C'est la dimension citoyenne. C'est qu'est-ce qu'on fait de nos données. Et c'est ça, finalement, aujourd'hui, le nerf de la guerre, parce que les données massives disponibles et utilisées par les algorithmes des plus grands fournisseurs sont nos données personnelles. Est-ce qu'on va continuer dans cette dynamique pendant une génération, ou est-ce qu'on est finalement dans une situation, on est les pionniers et on va avoir des usages, des réactions qui vont être potentiellement différentes. En tout cas, c'est quand on voit les abus, en tout cas les risques en matière de démocratie, de communication, d'usage frauduleux ou limite, parce que comme il n'y a pas vraiment de régulation, on peut avoir des usages border, on peut... Mais du coup, je reboucle sur ce que tu disais, Cécile, c'est-à-dire que les organisations, les entreprises doivent se saisir du sujet pour se construire leur cadre de responsabilité progressivement avec les différentes parties prenantes. Avant de prendre les questions complémentaires qui ont été posées, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Ça va me donner l'opportunité de revenir effectivement sur l'objet principal là, de notre échange sur la formation et puis la formation des managers. Je pense que le sujet est tellement important, en tout cas pour ce qui concerne l'IA responsable et l'éthique, qu'effectivement il est nécessaire qu'il y ait un minimum de compréhension et de compétences au niveau managérial et surtout au niveau leader déjà dans un premier temps sur ces sujets-là, et également au niveau ensuite individuel. Si on prend, pour moi il y a 3 clés. Il y a cette notion de principe. Les entreprises doivent comprendre et se définir des principes. Il y a cette notion de gouvernance, avoir des comités d'éthique ou des responsables de cette gouvernance, comment on la pilote. Et puis il y a aussi une notion d'outils liés à cela. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de ce qu'on fait chez Microsoft, et on essaye d'être très avancé. Ça fait plus de 5 ans qu'on travaille sur ces sujets. Je vais plutôt mettre un gros coup de projecteur sur le fait qu'il est nécessaire, et nous n'avons pas, personne n'a la réponse absolue sur l'éthique et sur la manière d'y aller. Et c'est bien pour cela qu'un collectif comme Impact AI permet de travailler à plusieurs sur ces sujets-là, de référencer des outils, des bonnes pratiques, des usages, voire même de donner un guide. Moi, je vous invite à télécharger le guide que le collectif et le groupe de travail Impact AI a fait, avec un modèle de maturité justement sur le sponsoring, sur les outils, sur la gouvernance, pour pouvoir vous assesser, si je puis dire, sur où vous en êtes sur ces sujets d'éthique, et puis aller progressivement à monter en termes de compétences, de maturité et avancer. Et je pense que justement travailler sur un modèle de maturité, mais également travailler en collaboration entre les entreprises, les organisations publiques et les pouvoirs réglementaires, comme peut le faire le collectif avec la coordination nationale sur l'IA ou avec l'Union européenne, pour échanger, parce que c'est pas de la théorie que d'élaborer une réglementation quand derrière on a des acteurs concrets qui doivent le mettre en œuvre. Il faut que ce soit basé sur des cas d'usage et des retours d'expérience. Je pense qu'avoir un cadre comme Impact AI, mais comme d'autres, au niveau français, c'est extrêmement intéressant, et c'est l'occasion de pouvoir ensemble avancer et pas se forger une opinion, parce qu'il n'y a peut-être pas une éthique, mais il y a des éthiques, en tout cas avancer sur notre maturité individuelle et collective sur ces sujets-là. Je crois qu'il y a des questions qui ont été posées. Je vais prendre une première question d'une certaine Kenza Ibnatia. Merci Kenza pour ta question, puisque tu nous demandes dans les organisations qui, quelque part, est responsable d'embarquer le reste de l'entreprise dans cette formation, dans cette acculturation. Est-ce que c'est un sujet managérial? Est-ce que c'est les RH qui doivent un peu être à l'origine ou être le moteur de cette formation et de cette sensibilisation? D'expérience, si je peux faire effectivement démarrer par un petit commentaire, les ressources humaines, les RH, malheureusement, en général, ne sont pas les premiers à se saisir du sujet. Moi, j'ai fait pas mal de sensibilisation. On a fait des modules spécifiques pour les ressources humaines parce que, compte tenu de ce qu'on se dit et sur les sujets en particulier sur lesquels travaille Cécile, sur la transformation des métiers derrière, c'est un vrai sujet RH, l'intelligence artificielle et la data. Et aujourd'hui, alors,
ça change progressivement. Mais ce ne sont pas les premiers à se saisir du sujet. C'est une question en fonction de la taille de l'organisation, évidemment, de sa maturité, de direction générale. Alors les grands, normalement, ont passé un certain nombre d'étapes. Du coup, on descend petit à petit sur des sphères managériales. Mais de mon point de vue, ce sont les managers et ou dans les grandes organisations, les labs qui ont été montés pour accompagner la transformation digitale, comme on dit, qui sont en général les leviers. Mais il faut que ça vienne, il faut que le business soit sponsor de toute façon pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe. À la fin, ça va impacter des processus métiers et des jobs des collaborateurs. Oui, alors pour compléter, moi je suis tout à fait d'accord avec Thomas. Il y a 3 types d'entreprises. Vous avez des grandes entreprises dans lesquelles les RH sont complètement absentes de la thématique IA parce qu'en fait, ce sont les SI qui pilotent le sujet. Bon, donc et là, donc très souvent, en fait, elles sont absentes pour une raison, c'est qu'elles n'ont pas compris déjà comment l'IA les impactait elles-mêmes, c'est-à-dire quel était l'impact de l'IA sur les RH. En recrutement, en gestion des talents, elles font encore de la gestion des compétences à l'ancienne, elles n'ont pas compris que c'était en temps réel avec des solutions de scanning du terrain, etc. Bon, ça c'est un premier type d'entreprise. Après, il y a un deuxième type d'entreprise où c'est l'inverse. Vous avez un drive avec les campus d'entreprise, les universités d'entreprise, et là, c'est des programmes où en fait les RH vont vouloir acculturer tout le monde, et il y a des conférences d'inspiration, il y a des workshops à l'IA, à la culture data, et là donc c'est différent. Ce sont vraiment des entreprises qui veulent que la culture data devienne un levier stratégique de transformation. Ça c'est un deuxième scénario. Moi, j'en connais pas qui ont été aussi loin, en tout cas menés par les RH. Je sais pas si tu as des exemples. Ouais, j'ai des exemples, mais je pourrais pas les donner. Mais tout à fait, j'en connais une dizaine, tout à fait. Et puis ensuite, il y a un troisième exemple, ce sont les grosses PME. Tout ce qui est PME et tout ce qui est public. Et là, tu l'as très bien dit. Donc, dans le public, c'est les labs d'innovation qui portent la culture data et la culture IA. Donc ça fait partie des trends, des grands sujets. Et puis dans les grosses PME, ben là c'est pas quand on a un besoin et quand on a un sujet, ben très souvent en fait la PME elle demande à des consultants et là il peut y avoir des consultants qui sont dans des écosystèmes et travaillent. Voilà, je vous donne peut-être 2-3 exemples. Ces exemples, vous pouvez tous les retrouver dans la chaîne YouTube. Donc la chaîne YouTube qui s'appelle Les Jeudis de la Transformation et qui est une chaîne YouTube où vous avez que des exemples sur la transfo, les directeurs IA, le directeur IA de la Poste, bien sûr le directeur IA de Microsoft, mais bon, vous avez bien sûr plein d'autres directeurs IA, par exemple à Maïf, etc. Et je pense par exemple à Pôle Emploi, etc. Donc, si vous voulez vraiment des benchmarks, je vais vous mettre le lien dans le chat, allez sur cette chaîne YouTube, il y a des startups, du public, du privé, petites et grandes. Et donc, je vous donne 2 exemples. Par exemple, l'exemple des experts comptables. Les experts comptables qui sont distribués par l'IA, en fait, c'est des grosses PME. Au niveau des régions, les experts comptables, on peut avoir plusieurs cabinets, etc. Donc, comment ils ont fait pour pouvoir se transformer, parce que leur métier est quand même très en danger avec l'IA. Ils ont pris des cabinets, ils ont fait des réflexions sur comment l'IA pouvait leur amener de nouvelles valeurs ajoutées. Et donc, il y a un très bel exemple avec l'entreprise Datim, qui est une très grosse PME en Bretagne, qui explique que l'IA, en fait, leur a permis de reconsidérer le contenu des métiers. Maintenant, ils font de la certification algorithmique, alors qu'avant, ils étaient que sur, classiquement, de l'analyse financière et de l'analyse comptable, et donc de l'expertise comptable. Donc, c'est très intéressant de voir qu'en fait, on a vraiment ces 3-4 scénarios. La grosse entreprise, bon, voilà, qui laisse l'IA soit au SI, soit à des directions stratégiques, mais qui n'a pas encore bien conscience de son impact. Les très grosses entreprises qui ont des grosses universités d'entreprise, des grands campus, qui chaque année doivent renouveler les thèmes, et un des thèmes, c'est la data et l'IA. Et ça, c'est de l'acculturation d'abord pour le COMEX, ensuite pour les managers et ensuite pour les collaborateurs. Donc, on a les 3 niveaux et c'est des courbes d'inspiration du workshop et ensuite donc du business. Bonne soirée. Au revoir. Et puis ensuite, on a tout ce qui est public, beaucoup de labs et grosses PME, beaucoup de cabinets de consultants qui aident à franchir et à faire des modèles. Voilà moi ce que j'ai pu observer dans tous les cas qu'on a pu avoir. Je vois une question sur la taille des entreprises. Moi, ce que je trouve intéressant aussi dans cette
évolution, c'est que on a de plus en plus de petites entreprises qui se saisissent du sujet parce qu'on a aussi de plus en plus de solutions utilisables facilement, de modèles sur étagère, de start-up et autres éditeurs comme Microsoft qui fournissent des solutions qui sont relativement, en tout cas qui sont plus simples à utiliser que ça n'était il y a quelques temps, et qu'on peut avoir des ROI très rapides. Moi, j'ai un exemple comme ça d'une PME, 150 personnes. Le patron m'a dit « Je veux être une entreprise data-driven ». Il a vu la lumière avec l'IA. C'est une entreprise qui est dans le domaine de la rénovation énergétique, et lui, il consolide en fait des informations qui viennent de plein d'installateurs de rénovation énergétique, et puis des grands donneurs d'ordre et des financeurs. Donc c'est en fait une entreprise qui gère plein de documentation, plein de paperasse, qui a plein de données, etc., qui a bien compris que si elle voulait être le leader de son marché à l'avenir, il fallait qu'elle mette de l'IA dans son moteur. Et donc, on a commencé par, comme tu le disais, acculturation du comité de direction, on a créé une communauté de référents data, il y a eu plusieurs semaines d'accompagnement de workshop, la sélection, on a fait émerger des cas d'usage, on a sélectionné des cas d'usage, ils ont commencé à faire 2 POC en parallèle pour évoluer, puis ça va continuer comme ça. Et je trouvais que c'était intéressant, et en plus ils ont choisi des POC qui étaient à la fois du chatbot avec des outils déjà assez mûrs, et puis d'autres choses qui étaient plutôt sur du traitement automatique de documents avec beaucoup d'exploration à réaliser. Et j'ai trouvé que c'était assez illustrant aussi de cette IA pour certaines PME qui constituent déjà aujourd'hui un levier phénoménal de croissance, de différenciation par rapport aux autres. Et c'est le président qui a vraiment, dans une boîte de 150 personnes, c'est vrai que on a besoin que le président soit impliqué personnellement et pousse la dynamique, quoi. Nadia, vous avez posé une première question sur l'utilisation de l'IA dans la formation. Alors, je me permettrai de légèrement botter en touche et vous renvoyer à une des sessions d'Exploria d'aujourd'hui qui traitait spécifiquement le sujet. Et je pense que ce sera en replay, donc Bettina pourra vous repointer sur le contenu, mais restez sur le site impact-ai.fr et vous reverrez le replay de cette session sur justement l'IA dans l'éducation. Je vais par contre rebondir sur votre deuxième question, qui est plutôt à partir des expériences autres que les formations, quelles interventions pour développer la culture IA? Henrik, pardon, je me permets, c'est juste qu'on a dépassé un petit peu le timing et on a la prochaine session qui commence tout bientôt sur le même lien. Donc, on va devoir conclure rapidement. Alors, c'est un peu frustrant. On a dépassé, eh bien, je dis, pour cette réponse-là, je pense que je vous invite à mener des ateliers en direct avec vos collaborateurs. Et puis, déjà, je vais remercier Cécile et Thomas. Merci beaucoup de votre participation. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Les personnes qui étaient en ligne, prenez le replay. Je vous invite à suivre les MOOC qui ont été donnés. Le MOOC du manager post-Covid également de Cécile. Sur la partie AI Business School dont on a parlé beaucoup avec Thomas, je vous invite, aka.ms/fr et AIBS. Et puis, suivez toute l'actualité du collectif impact-ai.fr. Il y a d'autres opérations Exploria, il y a des outils, il y a des baromètres. Et puis, rejoignez-nous si vous avez envie de travailler dans ce collectif. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, Thomas. Avec nous, on enchaîne là dans 10 minutes sur une session sur le rôle de l'IA pour transformer nos modèles d'éducation. Voilà.